Il y a 10 000 ans à peine, un tiers de la surface du globe était recouvert par les glaces, mais la dernière période glaciaire touchait à sa fin. Un peu partout en Amérique du Nord, on peut encore trouver des vestiges de la dernière ère glaciaire, des signes de la puissance de la nature, mais aussi des preuves du peu d'ancienneté de la présence de l'homme sur la Terre. Dans cette vaste étendue de champs de blé de la province d'Alberta au Canada, se dresse ce rocher solitaire, mystérieux, insolite. Ce mégalithe d'une hauteur de 10 mètres pèse 20 000 tonnes. Il s'agit du même type de roche que celui que l'on trouve dans les montagnes rocheuses, à 500 km de là. Depuis toujours, les habitants de la région sont intrigués par cet énorme caillou qu'ils appellent une pierre égarée. Nous voici à Central Park, au cœur de New York. Dans ce lieu de loisirs des citadins, parmi les gratte-ciel, on trouve un grand nombre de ces pierres égarées, d'une taille variable. La composition de ces pierres est totalement différente de la roche du sous-sol de New York. Comment ces pierres ont-elles pu arriver jusqu'ici? Par quelle force des pierres de cette taille ont-elles pu être transportées si loin? C'est au moment de la création du parc, au milieu du 19e siècle, que ces formations rocheuses ont été découvertes. Beaucoup de gens ont alors prétendu qu'elles avaient été laissées par une énorme inondation, comme le déluge décrit dans la Bible. Mais au début de notre siècle, des scientifiques ont commencé à penser qu'elles avaient été déposées à cet endroit, non pas par une inondation d'eau, mais par une inondation de glace, par des glaciers. Il y a 20 000 ans, c'est-à-dire hier dans la longue histoire géologique de notre planète, le site de New York était enseveli sous un glacier d'au moins 100 mètres d'épaisseur. Quelle est l'origine des époques glaciaires et peuvent-elles se reproduire? Voici à quoi le continent nord-américain devait ressembler au cours de l'ère glaciaire. La partie centrale du continent était ensevelie sous une couche de glace épaisse de 4000 mètres. Les scientifiques pensent que si cette couche était assez mince sur les bords du continent, elle atteignait plus de 2000 mètres sur la majeure partie. Les glaces sont allées jusqu'à 40 degrés de latitude nord. Elle recouvrait ainsi l'emplacement actuel de New York et de Chicago. À peu près à la même époque, le continent eurasien a connu une énorme glaciation à la suite de laquelle un bon tiers de la surface de la Terre s'est trouvé enseveli sous une épaisse couche de glace. Une glaciation massive de cette envergure ne s'est pas produite qu'une seule fois, au contraire. On a maintenant la preuve qu'il n'y a eu pas moins de 7 époques glaciaires au cours du dernier million d'années. L'ère glaciaire qui a provoqué le déplacement des énormes pierres sur le site de Central Park à New York a probablement commencé il y a 115 000 ans et a pris fin voici une dizaine de milliers d'années seulement. À quoi la Terre ressemblait-elle, ensevelie sous les glaces pendant plus de 100 000 ans? Pour répondre partiellement à cette question, nous avons cherché un endroit où cette forte glaciation a toujours lieu. Et c'est ainsi que nous nous sommes rendus sur l'île du Groenland, dans l'Atlantique Nord. Le Groenland s'étend sur 1000 km d'est en ouest et 2500 km du nord au sud. La majeure partie de l'île, 6 fois la superficie du Japon ou celle des deux Allemagnes réunies, est recouverte d'une épaisse calotte de glace. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser supposer, le Groenland, terre verte en danois, ne jouit pas d'un climat permettant d'y pratiquer l'agriculture. Les rares habitants de l'île profitent du bref été lorsque la mer de glace a fondu pour pratiquer la pêche afin d'assurer leur subsistance annuelle. La mer, qui est prise par les glaces la majeure partie de l'année, abonde en poissons et crustacés de toutes sortes. La morue et le homard peuvent être pêchés en grande quantité dans les eaux du Groenland. L'épaisse calotte de glace qui recouvre le Groenland forme d'énormes icebergs lorsque son bord rencontre la mer et s'effrite. C'est ce glacier qui produit les icebergs que nous avons remontés vers l'intérieur des terres.
On a estimé que la masse de glace qui recouvre le Groenland atteint le poids faramineux de 2400 trillions de tonnes. Si cette masse fondait tout à coup, le niveau de la mer tout autour du globe remonterait de 5 mètres, inondant ainsi de nombreuses régions côtières. Ces chutes spectaculaires, alimentées par la fonte du glacier, y ont créé un bassin. Ce joli lac a lui aussi été formé par la fonte du glacier. C'est le reflet de la lumière sur le fond de glace blanche qui donne cette éclatante couleur bleue. Le sol du Groenland se trouve à 1500 mètres au-dessous de l'épaisse couche de glace. Il est fort probable qu'il y a 20 000 ans, toute la partie septentrionale de la Terre présentait cette physionomie. Comment la glace recouvre-t-elle la surface du Groenland? Regardons cette projection réalisée sur ordinateur à partir de données fournies par un satellite d'observation terrestre. La glace recouvre l'île entièrement, hormis une étroite bande de littoral déglacée. Le point culminant de l'île est à 3300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Lorsque la glace s'étend sur une telle superficie, 1000 km d'est en ouest et 2500 km du nord au sud, on l'appelle une calotte glaciaire. Cette projection montre que la surface de l'île, le sol proprement dit, présente certaines caractéristiques singulières. Un tiers de la superficie de l'île se trouve au-dessous du niveau de la mer, le point le plus bas se situant à 300 mètres au-dessous de la surface de l'Atlantique. C'est le poids de la glace qui a comprimé le sol et lui a donné cette forme de cuvette. Nous avons voulu savoir comment une telle épaisseur de glace avait seulement pu s'accumuler. Cette question nous amène à la capitale de l'Alaska, Juneau, située sur la bande qui s'étend au sud-est du Canada. Un glacier arrive jusqu'aux abords de la ville. Des recherches sont activement menées à cet endroit avec espoir. Pour répondre à notre interrogation sur la formation d'une calotte de glace de cette taille, nous nous sommes rendus au campement d'un groupe de chercheurs qui étudient les conditions qui règnent à la source de ce glacier. En remontant le glacier de Mendenhall, nous sommes arrivés à sa source, qui n'est pas un champ de glace, mais une vaste plaine enneigée. Le champ de neige de Juneau est situé à 1600 mètres d'altitude. Une énorme quantité de neige y est accumulée sur 50 km de large et 100 km de long. Des sommets escarpés se dressent un peu partout dans cette vaste plaine glacée et constituent une caractéristique topographique particulière des régions de glaciers. Les scientifiques lui donnent le nom de Nunatak. C'est au pied de ce sommet que se trouve le campement vers lequel nous nous dirigeons. Nous voici au campement. C'est dans ce paysage inhospitalier mais magnifique que des chercheurs de plusieurs pays, comme les États-Unis, le Canada et l'Allemagne de l'Ouest, tentent de percer les mystères des glaciers.
Les chercheurs creusent des trous profonds dans la glace afin d'en retirer des indications sur la quantité de neige qui s'accumule chaque année et sur les modifications qu'elle subit au cours du processus de formation de la glace. Ce qu'on voit là, c'est la paroi d'une fosse de sondage pratiquée dans l'amas de neige de la partie supérieure du champ de neige de Juneau, où les glaciers prennent naissance. L'accumulation de neige qui se produit ici est supérieure à 6 mètres par an. Cette accumulation n'est pas exclusivement composée de neige, mais aussi des couches de glace que vous voyez ici entre de grandes parties de neige ancienne et une autre formation qu'on appelle un névé. Le névé constitue la phase transitoire entre la neige et le glacier. Il est formé par le tassement de la masse de neige sous l'effet de son poids et le regel de l'eau de fonte qui s'infiltre à une grande profondeur. Cette métamorphose constitue un aspect très important de l'évolution d'un glacier. En ce moment, je me trouve sur la surface de l'été dernier. Et au-dessous de moi, il y a 294 mètres de glace. Comment la neige qui s'accumule se transforme-t-elle en glace? Ce processus est lié à la profondeur, c'est-à-dire à la quantité de neige qui est venue la recouvrir. En descendant dans une crevasse pour en examiner les parois, nous devrions avoir l'illustration de ce processus. On distingue parfaitement des bandes horizontales noirâtres dans le névé. Ces bandes sont formées par la souillure de neige en été. Elles matérialisent la délimitation de la neige tombée chaque année. Entre chacune de ces bandes, il y a toute la neige d'une année qui a été comprimée en névé. Au fur et à mesure de notre descente, nous voyons comment la neige s'est progressivement transformée selon la profondeur. Cette crevasse a une profondeur de 25 mètres. Une partie du névé, au fond, s'est déjà transformée en glace. Ce que nous voyons là, c'est la neige tombée il y a 12 ans. La neige se transforme à mesure qu'elle est comprimée en glace, mais cette glace subit elle aussi des modifications dues à cette même compression. Pour examiner la nature de ces modifications, on utilise ce qu'on appelle une plaque de polarisation, permettant d'étudier la glace. Les particules rouges, bleues ou vertes sont des cristaux de glace. À une profondeur de 15 mètres, le diamètre d'un cristal de glace est de 2 mm. Les particules noires sont des poches d'air qui séparent les cristaux de glace. Regardons maintenant de la glace prélevée à une profondeur de 30 mètres. À cet endroit, la glace est soumise à une pression de 30 tonnes par mètre carré. Du fait de cette pression, le diamètre des cristaux de glace atteint environ 5 mm et les poches d'air deviennent plus petites. À une profondeur de 50 mètres, la pression appliquée à la glace est encore plus forte, ce qui augmente le diamètre des cristaux. À mesure que ceux-ci s'agrandissent, la glace a tendance à glisser dans une direction ou une autre, selon la modification de son alignement moléculaire. C'est cette caractéristique qui est à l'origine de l'écoulement de la glace, formant ainsi un glacier mouvant. Vue de l'espace, comme sur ces photos prises par le satellite Landsat, l'accumulation de neige est parfaitement évidente. En hiver, les environs de Juneau sont ensevelis sous ce manteau de neige. Lorsqu'arrive l'été, la neige commence à fondre à basse altitude pour disparaître progressivement. Mais au-dessus de 1000 mètres, elles ne fond plus. Et c'est cette neige qui finit par se transformer en glacier. Une trentaine de glaciers prennent naissance dans le champ de neige de Juneau. La masse bleue que l'on voit au milieu de la photo, c'est le glacier de Mendenhall, qui coule le long de la pente et dont l'altitude est de 1000 mètres. Une partie de la glace fond pendant cet écoulement et forme un lac glaciaire. Cette étrange colline au bord du lac glaciaire a été formée par le glacier. C'est ce que l'on appelle une moraine.
Ce genre de colline est créé par le glacier qui dépose à son front sa cargaison de terre, de sable et de pierre. En regardant cette moraine, nous avons voulu savoir comment ce matériel détritique avait été charrié par le glacier. Nous avons escaladé le glacier en nous frayant un passage entre les crevasses, dont certaines ont plus de 30 mètres de profondeur. On a l'impression que tout un pan de montagne a été arraché par le glacier. Ces pierres sont lentement emportées vers le front du glacier mouvant, où elles seront déposées pour former une moraine. Nous avons trouvé cet énorme bloc de pierre à une dizaine de kilomètres du front du glacier. Le glacier de Mendenhall se déplace à la vitesse d'environ 1 mètre par jour, ce qui signifie que ce gros bloc de pierre atteindra le front du glacier dans une trentaine d'années. Les pierres disséminées dans Central Park à New York ou dans le champ de blé canadien ont dû être charriées de cette façon, loin de leur lieu d'origine. À la fin des années 60, des chercheurs de l'Université de Washington ont filmé le mouvement glaciaire pendant 5 mois. Sur cette photo en accéléré, on voit très bien comment les gros blocs de glace sont continuellement en mouvement, coulant comme un fleuve avec des tronçons à débit plus lent et d'autres à débit plus rapide. Il est intéressant de noter que l'équipe de l'Université de Washington a également réussi à filmer le déplacement de la base d'un glacier. Pour réaliser ce film remarquable, ils ont creusé un tunnel de 2 mètres de diamètre dans le flanc du glacier qui avait une épaisseur d'une centaine de mètres. De là, ils ont pu examiner le mouvement de la glace depuis l'intérieur du glacier. En bas à gauche de la photo, on distingue la roche noire de la base. Le glacier coule lentement en glissant le long de la base rocheuse. Avec les nombreuses pierres qu'il contient, le glacier agit comme une râpe géante et gratte la roche lorsqu'il passe dessus. Les Nunatak, ces pitons de pierre qui se dressent sur le champ de neige de Juneau, ont été créés par le raclage de la glace et de la matière détritique du glacier. À l'instar des petits glaciers, la gigantesque calotte glaciaire qui recouvrait un tiers du globe au cours de la première époque glaciaire a été formée par une accumulation de neige qui s'est transformée en glace. Ensuite, cette glace a formé des glaciers qui se sont déplacés,
grattant la roche et emportant des pierres et autres débris qui ont laissé derrière eux les traces de leur passage. Ce film, tout à fait remarquable, montre le mouvement du sommet d'un glacier sur une période de 5 ans. De la glace formée dans quelques lointains champs de neige s'écoule en permanence, comme sur une bande transporteuse. La calotte glaciaire qui recouvrait la moitié du continent nord-américain a dû, elle aussi, se déplacer constamment, comme le glacier que l'on voit sur ce film étonnant. Les nombreux blocs de pierre de différentes grosseurs charriés par la glace ont raclé le sol sur leur passage, laissant des sillons caractéristiques. Ces marques nous renseigneront peut-être sur les origines de l'énorme calotte de glace qui recouvrait New York et Chicago. Aujourd'hui recouvert par les gratte-ciel de New York, ce site était enseveli sous une épaisse couche de glace il y a 20 000 ans. Outre les pierres éparpillées, Central Park conserve d'autres traces laissées par les glaciers. Les stries gravées dans la base rocheuse ont été faites par le raclage d'un glacier en mouvement. Une strie fournit une indication importante sur la direction d'un flux glaciaire. Dans cette partie du parc, nous avons quelques sillons glaciaires parfaitement bien formés. Ce sont les blocs de pierre, les cailloux, le sable, les sédiments et l'argile qui, en raclant la base du glacier sur des périodes prolongées, ont gravé ces belles dépressions. Tous les sillons sont parallèles à cette ligne que je trace dans l'un d'eux. Avec une boussole, on voit que le nord est dans cette direction. Donc on voit très clairement que la glace, une épaisse calotte de glace se déplaçant du nord-ouest au sud-est, est passée sur cet endroit du parc, a franchi la base rocheuse et s'est écoulée vers le bas de Manhattan. Le glacier qui recouvrait New York venait du nord-ouest de la ville. Nous avons reconstitué le parcours du glacier jusqu'à 300 km en amont, dans une région située au sud des Grands Lacs, une région parsemée de lacs oblongs ressemblant à des rivières. C'est ce que l'on appelle les Finger Lakes, ou lacs en forme de doigt. Les petits lacs ont une longueur d'environ 5 km, tandis que les plus grands peuvent atteindre 65 km. Une autre photo prise par Landsat montre une dizaine de ces lacs, grands et petits, tous orientés nord-sud. Les glaciers ont gratté le substratum composé de schistes, qui sont des pierres tendres, créant ainsi de longues vallées étroites. Les Finger Lakes ont été formés après que le retrait des glaciers eut rempli d'eau tous ces vallons. Plus au nord, nous sommes arrivés à l'île de Kellet, située dans la partie ouest du lac Erie, un des 5 grands lacs. La région des Grands Lacs porte elle aussi de nombreux stigmates du passage des glaciers. La base rocheuse de cette île présente une énorme cicatrice due à l'action d'un glacier. Longue de 10 mètres et profonde de 5, elle témoigne à l'évidence de la force incroyable du glacier qui est passé par ici à l'époque. Jusqu'au début du siècle, cette île était une carrière de calcaire très connue.
Chaque fois que les ouvriers enlevaient la terre et le sable qui recouvraient le calcaire, ils découvraient ces motifs fantastiques gravés dans la roche. Ils se sont interrogés longtemps sur le mystère de ces motifs. Les stries trouvées sur l'île de Calais ont une direction nord-est. Au fil du temps, chacun des grands lacs a pris un contrôle croissant du flux glaciaire de cette région. Ici, sur l'île de Calais, au sud-ouest du lac Erie, on voit un parfait exemple du contrôle de ce flux par le lac Erie. Dans les spectaculaires sillons glaciaires que présente l'île de Calais, on remarque une très nette tendance de l'écoulement du glacier dans une direction nord-est-sud-ouest. Aussi, en sortant du bassin du lac Erie et en traversant les roches tendres pour aller sur ce calcaire durable, le glacier était fortement comprimé, pressé. Il y avait un écoulement latéral très important et la glace présentait un aspect très plastique, presque liquide. On estime que le glacier qui recouvrait les Finger Lakes ou l'île de Calais avait une épaisseur d'au moins 1000 mètres. Mais le glacier mouvant qui est passé par là n'était que la partie supérieure de l'énorme calotte glaciaire. Nous avons poursuivi notre périple vers le nord, à la recherche des traces laissées par les glaciers. À 800 km au nord de New York, nous avons franchi la frontière canadienne et nous sommes entrés au Québec. Le sud du Canada est recouvert par une forêt de conifères que l'on appelle la taïga. On trouve également des traces des glaciers dans cette région boisée. Généralement, on mouille les affleurements pour que l'éclat du soleil fasse mieux ressortir les marques. On distingue sur la base rocheuse des creux semblables à la trace laissée par un fer à cheval dans la terre. Ces traces que l'on voit là ont été laissées par le glacier qui se déplaçait dans cette direction. C'est on appelle ça l'arrachage, car il y a un outil à la base du glacier qui arrache de la matière sur son passage. Ces caractéristiques se retrouvent généralement dans une roche suffisamment résistante pour recevoir la compression. Dans cette région, l'épaisseur du glacier devait être d'environ 2000 mètres et l'énorme couche de glace a tracé des sillons en se déplaçant vers le sud. Ici aussi, on trouve un peu partout des pierres éparpillées, abandonnées par le glacier sur son passage. La cime des arbres atteignant à peu près 5 mètres, on voit bien que ce bloc de pierre a d'énormes proportions. Il y a un endroit qui s'appelle le Champ des Pierres Égarées. C'est une région où les forêts de conifères se raréfient, laissant la place à la toundra désolée du nord. Les pierres petites et grandes abondent. On trouve des cailloux coincés entre les gros blocs et la base rocheuse. Mais là, on a l'impression que le glacier a fait un tour de magie. Une grosse pierre, charriée par le glacier, a été déposée sur les cailloux.
où elle est restée en équilibre après la fonte de la glace. Ces stries démontrent que la force de la glace en mouvement était considérable. On pense qu'à cet endroit, le glacier devait avoir au moins 2500 mètres d'épaisseur. Ici, par 52 degrés de latitude nord et à 1200 km des stries et des pierres égarées laissées dans Central Park à New York, on s'aperçoit que les stries gravées par les glaciers vont toujours dans le sens nord-est. Parmi les différentes traces, on trouve les marques en fer à cheval que nous avons examinées dans la forêt de conifères et les stries du champ de pierres égarées. Les différentes empreintes des glaciers que les scientifiques suivent depuis longtemps sont toutes orientées vers le même point du Canada. Le glacier prend sa source dans le Labrador. Bien que ce vaste plateau soit une terre nordique désolée et en friche, elle abrite une faune très abondante. Le voyage que nous avons entrepris pour remonter le cours des glaciers a commencé au milieu des bruits de la ville dans Central Park et s'achève ici, au nord, dans ce haut plateau désolé, cette vaste étendue de toundra sous le faible rayonnement d'un pâle soleil. La vaste calotte glaciaire qui recouvrait jadis plus de la moitié de l'Amérique du Nord était partie d'ici. Cette vallée est profonde de 300 mètres. Le glacier la traversait ici, l'ensevelissant complètement et raclant ses deux flancs. Au moment où la calotte glaciaire a connu sa plus grande extension, la couche de glace recouvrant le plateau du Labrador atteignait une épaisseur incroyable, presque 3000 mètres. Ces roches ont été formées voici 15 000 ans. Il y avait dans cette région un glacier continental à environ 1000 mètres d'altitude, ce qui était plus haut que le bord du canyon. Ce glacier recouvrait le plateau du Labrador. Lors de la déglaciation, cette zone constituait le premier tronçon de la calotte de type inférieur. Le plateau du Labrador est enseveli sous la neige la majeure partie de l'année, et la terre n'est visible que pendant la courte saison d'été. La température monte rarement au-dessus de 10 degrés, et bien qu'il se réchauffe légèrement en été, le sol garde tout son potentiel de formation de glaciers.
À quoi est due une ère glaciaire? La réponse se trouve dans la façon dont la Terre tourne autour du Soleil. Constamment sous l'influence de la Lune, des autres planètes et surtout du Soleil, la Terre connaît de subtils changements dans son mouvement du fait de modifications intervenues dans l'équilibre de ses influences. L'un de ces changements est représenté par la modification de l'orbite terrestre dans sa révolution autour du Soleil. Cette orbite passe régulièrement d'une forme circulaire à une forme elliptique, puis à nouveau circulaire, et ainsi de suite, à des intervalles d'une centaine d'années. Lorsque la Terre est en orbite en un point très éloigné du Soleil, pendant les mois d'été de l'hémisphère nord, un été froid arrive sur le plateau du Labrador. Outre l'influence orbitale, il se produit également des changements dans l'inclinaison de l'axe de la Terre. L'inclinaison actuelle de notre planète est de 23,4 degrés, mais cet angle augmente ou diminue tous les 40 000 ans. Le plateau du Labrador est affecté par l'inclinaison de l'axe de la Terre parce qu'il est très au nord. Dans une région comme le Labrador, lorsque l'angle d'inclinaison augmente, les étés deviennent plus chauds puisque l'ensoleillement direct est plus important. En revanche, lorsque cet angle est petit, le plateau connaît un été froid, car il reçoit moins d'énergie solaire. Voici 115 000 ans, notre planète a connu simultanément ces deux phénomènes d'influence climatologique. Son orbite est devenue elliptique, et l'angle d'inclinaison est arrivé à son minimum. Autrement dit, les deux grandes causes pour un été froid se sont trouvées réunies en même temps. Il y a 115 000 ans, le plateau du Labrador était sur le point de connaître un été froid. Ce qui est intéressant, c'est que l'arrivée d'une période glaciaire n'a pas été déclenchée par un hiver froid, mais par un été froid. Lorsque le Labrador connaît un été froid, la neige accumulée ne fond pas, mais tient jusqu'au mois relativement chaud. Le manteau de neige blanc renvoie le peu de lumière solaire qu'il peut y avoir, ce qui entraîne une diminution de la quantité d'énergie solaire absorbée par le sol et par voie de conséquence, une nouvelle baisse de température. Cette réaction en chaîne s'appelle l'effet d'albédo. L'effet d'albédo s'intensifie à mesure que le plateau du Labrador se recouvre de neige, faisant ainsi de toute cette région un univers plus froid. En revanche, la mer ne se refroidit pas aussi vite que le sol, même au plus fort d'un été froid. À l'époque de la dernière période glaciaire, le Gulf Stream passait au large des côtes du Labrador et apportait son courant chaud venant des mers tropicales. Par conséquent, le sol recouvert de neige était glacial, mais la mer bordant le plateau était chaude grâce au Gulf Stream. Lorsque cet écart de température s'est très fortement creusé, il s'est produit un changement climatique singulier. L'air chaud contenant une grande quantité de vapeur s'est déplacé du sud vers le nord avec le Gulf Stream. Lorsque cet air est entré en contact avec la masse d'air très froid au-dessus du plateau du Labrador, la masse d'air chaud s'est refroidie et des nuages de condensation se sont formés, provoquant de fortes chutes de neige sur le Labrador. La vapeur qui s'élevait au-dessus du Gulf Stream a provoqué des chutes de neige fraîches sur le Labrador en plein été.
Dès lors que cette circulation, cette sorte de cercle vicieux climatique commence, elle se poursuit pendant des milliers d'années. La vapeur s'élève de la mer chaude et entre en contact avec la masse d'air froid, ce qui la fait retomber sous forme de neige. Cette neige refroidit davantage le sol, renvoie la lumière solaire et creuse donc encore un peu plus l'écart de température entre la masse d'air froid et le courant marin chaud, ce qui provoque des chutes de neige encore plus fortes sur le plateau du Labrador. Plus la neige tombe, plus sa couche devient épaisse, créant ainsi les conditions nécessaires à la formation de la glace. Du fait de son poids, la neige se transforme assez vite en glace, et le glacier qui en résulte est en quelque sorte aspiré depuis sa source par les incessantes chutes de neige et commence à se déplacer hors du plateau du Labrador. Les glaciers recouvrent le sol et l'univers blanc gagne peu à peu du terrain. Des phénomènes analogues se sont produits en différents points de l'hémisphère nord, et l'albédo augmentant, le sol de toute la région est devenu de plus en plus froid. Sur le continent nord-américain, les glaciers se sont développés dans les montagnes rocheuses et à l'ouest de la baie d'Hudson, pour finalement se regrouper et former une énorme calotte glaciaire de 4000 mètres d'épaisseur. Une calotte glaciaire analogue s'est développée sur le continent eurasien et a fini par recouvrir d'un épais manteau de glace un bon tiers de la surface du globe. Cette vaste étendue blanche n'a fait qu'augmenter l'albédo, abaissant ainsi la température encore davantage et faisant entrer la Terre dans une période glaciaire prolongée. Bien que 10 000 ans se soient écoulés depuis la fonte de cette épaisse couche de glace et que la Terre connaisse à nouveau une période climatique chaude, les traces de l'ère glaciaire sont nombreuses. La falaise qui borde la baie d'Hudson, dans le nord du Canada, a été formée par le rebond du sol. À l'instar du sol emprisonné sous la glace du Groenland, lorsque la moitié de l'Amérique du Nord était recouverte d'une épaisse calotte glaciaire, son sol était comprimé par l'énorme poids de toute cette glace. Mais lors du retrait et de la fonte du glacier, le sol s'est trouvé libéré de cette pression et a commencé à surgir lentement. Cette région a connu le plus extraordinaire soulèvement de terrain du continent nord-américain, puisque le littoral est remonté de 200 mètres. Au cœur du goulet, on trouve la preuve manifeste de cet important soulèvement. Ce que l'on voit ici, c'est du gravier parfaitement arrondi, qui s'étire comme une crête devant la vallée. Généralement, il est concassé par les vagues au cours des tempêtes. C'est ce qu'on appelle un rivage de tempête. Le rebond produit par la fonte et donc la perte de poids des glaciers il y a 10 000 ans se poursuit toujours au rythme de 2 cm par an. Ces lignes de rivage sont comme les tors d'un arbre et racontent comment le sol se remet de son long sommeil sous l'épais et lourd manteau de glace. La Terre connaît une alternance régulière d'époques glaciaires et de climats plus tempérés. Certains scientifiques estiment que la prochaine glaciation pourrait se produire dans 2000 ans à peine et que New York pourrait être ensevelie sous les glaces dans 20 000 ans. Si la Terre devait un jour être totalement recouverte de glace et de neige, l'albédo ferait descendre la température à 50 degrés au-dessous de zéro. Notre agréable planète serait alors transformée en un univers glacé et hostile, qui ne retrouverait jamais son état actuel.
Toutefois, depuis sa formation, il y a 4,5 milliards d'années, la Terre n'a jamais été prise complètement par les glaces. Des glaciers se sont formés, puis ont mystérieusement disparu, donnant au globe un climat tempéré. La température moyenne qui règne sur Terre est de 15 degrés. Notre planète est un univers agréable, une oasis de vie unique dans l'immense espace intersidéral. Avant toute chose, les époques glaciaires nous apprennent combien l'équilibre de la Terre, notre planète, est subtil et combien il est fragile aussi.